Donc à ce moment-là, Windows a commencé à travailler avec nous et ils sont venus l'année dernière pour nous présenter, le président de Windows qui est venu nous présenter, ils ont introduit maintenant le Tifinagh qui a été reconnu à l'ISO dans Windows 8. Donc maintenant, on peut avoir accès, notre alphabet est présent. C'est un début, on travaille aussi avec Microsoft, etc. Mais c'est un début et nous faisons tout pour que cette graphie ait sa place aussi au niveau international, mais au niveau aussi. Voilà. Alors, je voudrais juste, pour monsieur qui a parlé du Maghreb, nous, en tant que mouvement Amazigh, même ce terme, nous étions contre. Nous étions pour le terme Afrique du Nord, qui est un terme juste et neutre. Parce que Maghreb, on est Maghreb de qui? On est l'Occident de qui? L'Occident des autres, encore une fois. Hein, toujours le Moyen-Orient, on est leur Occident. Donc, nous, non, ils ne sont pas notre Orient, nous sommes une entité, nous sommes une bonne entité à part, nous avons une histoire à part et qui date de plusieurs siècles. Moi, je pense que le terme Afrique du Nord, c'est ce que nous avions revendiqué. Maintenant, ils ont enlevé le mot arabe, ils ont rajouté Grand Maghreb. On s'est dit c'est une étape, mais on va continuer à se battre pour l'Afrique du Nord, pour le terme Afrique du Nord. En ce qui concerne le salon du livre, Alger, l'Institut Amazigh était présent là, dernièrement. Donc, il a pu. À Bouira aussi. Donc, moi, je pense que c'est. Madame a raison. Maintenant, si c'est une histoire économique, c'est autre chose. Une dernière question. C'est le moyen. Est-ce qu'on a tous les moyens pour former tous les maîtres? C'est qui? L'État marocain? Ou l'IRCAM? Ah non, je crois qu'on s'est mal compris. L'IRCAM ne joue que le rôle académique. Hein, il élabore des outils didactiques, il élabore des méthodes, des plans de formation, etc., etc. Mais quand il s'agit de débourser, c'est le ministère de l'enseignement. Et à ce moment-là, c'est le Parlement qui, au niveau budgétaire, débloque. Ils ont débloqué tout ce qu'il fallait pour l'arabe avant. Hein. Pour l'Amazigh, ils commencent à dire qu'ils n'ont pas de sous, qu'ils machin, etc. Qu'il faut essayer de voir comment on peut faire avec les enseignants déjà en fonction, faire en sorte de les former pour qu'ils enseignent aussi Amazigh en ce qui concerne les instituteurs. Parce que nous, contrairement en Algérie, on a commencé en première année du primaire. Donc, et on est monté comme ça. Donc il fallait former tous ces instituteurs qui sont très nombreux. Donc très souvent ce sont des instituteurs qui sont déjà en fonction, ou alors c'est des nouveaux instituteurs qui sont formés dans les centres de formation et qui ne font que Tamazight. D'accord? C'est ces deux-là qui... Mais là maintenant ça bloque parce que ils font tout pour bloquer de toute façon. En ce qui concerne les médias, la même chose. Hein. La télévision Amazigh, elle est toujours elle est toujours dans le ciel. Hein. On n'a pas une télévision terrestre. Toutes les autres, elles sont terrestres. Maintenant, pour avoir Tamazight, il faut avoir une parabole. Hein. Et il y a beaucoup de gens chez nous qui n'en ont pas. Donc là aussi, elle est dans le ciel, elle a très peu de budget. Les autres, et puis on exige de la télévision Amazigh qu'elle fasse 30%, c'est un rat. Vous voyez? Mais dans tout ce qui a été chargé, le cahier de charge, normalement les autres télés doivent faire 30% de Tamazight, mais ils ne le font pas. Ou alors quand ils font un peu de Tamazight, ils la mettent à minuit ou à 8h du matin. Donc, on a encore beaucoup de travail, beaucoup de bagarres, et puis en même temps, je crois qu'il y a les esprits aussi. Moi, ce que j'ai dit, il faut sensibiliser. Les esprits sont encore formatés par ces 50 ans d'une seule langue, une seule culture, une seule religion, un seul truc. Donc ça, moi, je pense qu'on a encore du travail de ce côté-là. Je passe la réponse puisque le reste vous avez dit là on a dépassé un petit peu. Donc pour répondre. C'est déjà dit. On prend le temps. Bon, je vais essayer d'être bref, même si je crois que j'ai eu droit à plusieurs questions. Donc les réponses seront un peu mouillées, j'espère. La première question, c'est une vaste question. Est-ce qu'il existe une écriture féminine? Ça ne concerne pas seulement
le berbère ou l'arabe ou le français, ça concerne toutes les langues. Oui, je vais en arriver. Bon, s'agissant de la production traditionnelle, je pense qu'une grande partie de la production traditionnelle est d'origine féminine. Les contes d'une part, la poésie. Bon, malheureusement, au niveau des noms d'auteurs, il y a plus de noms d'auteurs masculins qui nous sont restés que de noms d'auteurs féminins. Je parle de la Kabylie. Voilà. Bon, maintenant, au niveau de la production moderne, de ce que j'ai édité en tout cas, il y a l'œuvre complète de Hadjira, complète en tout cas jusqu'au jour de l'édition, parce que Dieu merci, il est toujours vivante et j'imagine qu'il écrit toujours. Donc Hadjira, Hadjira au niveau de la thématique, je pense que Hadjira est suffisamment connue. C'est une thématique identitaire d'une part, donc la défense de la berbérité. D'ailleurs, son livre est classé de façon thématique, par thème. Donc la thématique identitaire, la thématique de la femme, le combat de la femme, parce que Hadjira, vous la connaissez, elle s'est beaucoup investie là-dedans également. Il y a une thématique sentimentale, et puis une thématique que je classerai sous la rubrique, disons, politique, de contestation du pouvoir en place de façon générale. Mais ce qui est important, c'est la qualité de la langue, encore une fois, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un bon poète, à mon avis en tout cas. Je m'excuse de parler devant un Ben Mohamed à mes côtés. Un bon poète, ce n'est pas quelqu'un qui aborde des thèmes, mais c'est surtout la façon dont il les aborde qui est importante. C'est la façon de dire qui est importante et non pas le thème lui-même. Je crois que c'est Mamri qui disait qu'on pouvait écrire un navet sur un événement aussi important que la guerre d'Algérie. Je parle des écrivains. Et qu'un très bon écrivain, c'est quelqu'un qui peut écrire une merveille sur cette petite bouteille d'eau. C'est la forme qui est importante, c'est la façon d'écrire qui est importante, et c'est ce qu'on attend d'un écrivain. Ce ne sont pas des slogans qu'on attend d'un écrivain ou d'un poète. Donc voilà pour Hadjira. J'ai édité aussi un ouvrage de Bahia Medad, mais il ne s'agit pas de poésie personnelle. C'est une poésie qu'elle a recueillie, Bahia Medad. J'ai édité son livre sur la ruche de Kabylie. La ruche de Kabylie, en quelques mots, puisqu'il faut faire vite, c'est un peu l'équivalent du mouvement scout, mais pour les filles, pour les jeunes filles. Donc c'est un mouvement qui a été créé dans les années 40 en Kabylie par des sœurs blanches pour faire de l'éducation parascolaire destinée aux jeunes filles kabyles. Donc pourquoi la ruche? Parce que la ruche, les abeilles, ça symbolise la solidarité, le travail, etc., etc. Donc ce sont ces valeurs qui sont derrière ce projet qui s'est appelé la ruche de Kabylie. Donc c'est une poésie qui ne lui appartient pas. Donc ce sont des poèmes d'adolescentes, de gamines des années 40-50 sur ces différentes valeurs, la solidarité, le travail et ainsi de suite. Bahia Medad a également écrit une chronique historique de la Kabylie. En gros, c'est la Kabylie du XXe siècle qui s'appelle Dans le giron d'une montagne. Donc je ne suis pas spécialiste de littérature, je n'ai pas vu de particularité concernant sa façon d'écrire. Ça aurait pu très bien être écrit par un homme. Et puis j'ai édité aussi un livre de Nadia Mouahia, mais cette fois-ci en français. Nadia Mouahia, qui est psychologue de formation, son livre a l'avantage de nous faire pénétrer dans l'intimité la plus profonde d'une famille kabyle. Nadia Mouahia a dit des choses qu'on ne se dit pas tous les jours, ni entre Kabyles, ni entre Algériens. Donc elle parle des problèmes de communication entre les frères et sœurs, des problèmes de communication entre les enfants et les parents. Et puis elle en parle à la fois d'une façon, elle en parle avec ses tripes, parce qu'il s'agit de sa famille, de son frère, mais elle en parle aussi en tant que psychologue. Donc il y a de la théorie derrière, il y a de l'élaboration. Donc c'est sûr que dans ce livre, par contre, il y a certainement une part de féminité dans sa façon d'écrire. Un autre livre où il y a eu des femmes, mais pas d'écriture particulière, puisqu'il s'agit d'un livre technique sur la bijouterie. Une étude économique sur la bijouterie, donc avec 2 auteurs femmes et un auteur homme. Sinon, par ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai édité, mais il y a le roman de Linda Kodash qu'il faut signaler.
Le roman de Linda Koudach qui a été édité par la maison d'édition, j'ai oublié son nom, qui est, je crois, quelqu'un de la famille de Saïd Chemmar. Linda Koudach, c'est le premier roman écrit en kabyle par une femme, Achi Untmes. Si je peux me permettre un petit commentaire, il n'y a pas beaucoup de romans au sens moderne du terme écrits par des femmes. Mais une première remarque, ne serait-ce qu'à partir du roman de Linda Koudach, c'est que je pense que les femmes sont beaucoup plus proches de la langue telle qu'il existe véritablement, disons, dans la rue et dans les foyers. Alors que les écrivains hommes, pas tous heureusement, beaucoup d'écrivains hommes ont tendance à se positionner en écrivant. Donc il y a aussi des stratégies de positionnement social, de positionnement symbolique, de pouvoir à travers l'écriture. L'écriture masculine, c'est une écriture qui cherche quelque part le pouvoir, alors que l'écriture féminine, c'est une piste de recherche. Je ne dispose pas de la vérité absolue, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans, alors que l'écriture féminine est beaucoup plus proche de la langue, de la réalité, du sentiment, etc. Le salon du livre, Naïm a répondu, en tout cas pour ce qui la concerne, ce ne sont pas les éditeurs qui choisissent les formules des salons. Donc, le salon de Bouguera, à ma connaissance, est organisé par le HCA. Il y a eu d'ailleurs une réunion il y a une dizaine de jours à Bouguera pour essayer de relancer le salon du livre de Bouguera, parce qu'à Bouguera, rapidement, il semble, je ne connais pas très bien le terrain, il semble qu'il y a des résistances locales quant à la berbérité de façon générale. Par rapport au salon en particulier. Pour vous donner un exemple, voilà, en tant qu'éditeur, quand on participe au salon du livre de Bouguera, si vous vendez 4-5 livres en 48 heures, c'est déjà un miracle. C'est déjà un miracle. Donc il y a peut-être un manque d'informations. Et si j'ai bien compris, ça a été dit à demi-mot, parce qu'il y avait le HCA, le ministère de l'Éducation. Il y a des résistances sur place à Bouguera, pas seulement par rapport au salon, mais par rapport à la berbérité en général. Sinon, pour le SILA, nous participons comme nous pouvons. C'est vrai que les stands reviennent cher pour des petits éditeurs. Le stand minimum, c'est 9 mètres carrés. 9 mètres carrés, si vous comptez, je crois, l'étagère, l'armoire ou je ne sais pas quoi, vous n'êtes pas loin de 50 000 dinars. 50 000 dinars, ce n'est pas rien, parce qu'un petit éditeur n'est pas sûr de ramasser les 50 000 dinars pendant la durée du salon. Donc il y a des hésitations par rapport à ça. En ce qui me concerne, ça fait 2 années consécutives que je me suis fait représenter par un confrère de Tizi Ouzou, les éditions de Hamel. Sinon, il y a d'autres éditeurs qui font aussi dans le domaine berbère, qui ont participé, comme les éditions L'Odyssée. Vous avez aussi les éditions Coucou, qui cette année ont boycotté le SILA. Il y a eu un communiqué qui a circulé sur Internet. Le FDB, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fichier de documentation berbère, fondé en 1946, qui a travaillé jusqu'en 1976. Ils ont arrêté en 1976 parce qu'il y a eu la mise sous scellé décidée par le ministère algérien de l'Intérieur. Le fichier de documentation berbère, qu'est-ce que c'est? Rapidement, donc c'est 30 ans de travail. Les fondateurs, c'est Jean-Marie Dallet, Henri Genevoix, le père Lonfry, ce sont des pères blancs qui ont créé ce fichier. Ils ont produit essentiellement sur la Kabylie. On n'est pas loin du 100% sur la Kabylie. Donc la Kabylie, ils ont touché un peu à tout. La poésie, les contes, l'éducation traditionnelle, des monographies villageoises, j'en oublie, les pèlerinages traditionnels, Cheikh Mohamed El Hosseini, etc. Ils ont touché un peu à la Libye, dans le dictionnaire que j'ai réédité à Tizi Ouzou, le dictionnaire de berbère libyen. Ils ont touché un tout petit peu au Mzab, avec 3 fascicules sur le Mzab, des récits du Mzab bilingue, mozabite français, et puis des études, disons, de grammaire. Les 3 fascicules appartiennent à Jean-Marie Dallet. Le point de départ, ça a été Dalbanati Elaten, fort national pendant l'époque coloniale. Ensuite, ils étaient basés à Al-Harrach, quartier La Vigerie, et enfin en chemin des Glycines à Alger, jusqu'à la mise sous scellé. Je crois savoir que la mise sous scellé, je ne suis pas sûr à 100%, la mise sous scellé a été levée dans les années 80, je ne sais plus qui c'est. Voilà, il y a Brahim qui confirme de la tête.
La mise sous scellé a été levée. En ce qui me concerne, je ne me suis pas posé... Bon, peu importe, je ne me suis pas posé la question en tout cas. Moi, je signe les contrats d'édition directement avec les Pères Blancs qui sont basés à Alger. Ils m'ont proposé la collection complète. Je leur ai dit que pour l'instant, j'avais suffisamment de matière pour les premières publications. Donc, je travaille avec les fascicules dont je dispose. Voilà, bon, donc ce n'est pas... bon, c'est un chantier. C'est un chantier qui est monumental parce qu'il faut ressaisir sur ordinateur tout ce qui a été tapé avec de simples machines à écrire pendant une trentaine d'années. Donc ce sont des machines à écrire avec un système alphabétique qui est maintenant dépassé et avec une orthographe qui est maintenant dépassée. Donc il faut ressaisir tout sur ordinateur et en même temps actualiser l'orthographe des textes berbères. J'en suis à 2 fascicules pour l'instant. L'habitation kabyle d'Henri Genevoix, la laine d'Henri Genevoix également. Ce sont des fascicules bilingues. Les 2 premiers que j'ai réédités, c'est du kabyle. Pour la suite, j'hésite entre faire du kabyle aussi, le mariage en kabylie, ou bien faire un peu de mozambique pour changer. Voilà. On va prendre un quart d'heure et après on va prendre. Petite remarque, monsieur, là, les discussions en aparté comme ça, on a déjà un problème avec le son. Ça serait bien d'écouter les personnes quand elles interviennent. Yeah.